si ça vous convient. Donc, bienvenue à tous dans ce nouveau webinaire Voodoo, le deuxième pour le coup, sur le thème comment penser sa stratégie communautaire. Du coup, je vais faire un tour rapide des principaux intervenants. On est accompagné aujourd'hui de Emir Dazuki, qui est apprenti community builder chez Delphingen. Donc, il est là plutôt pour témoigner du coup en fin de session sur son expérience par rapport aux communautés de pratique. On est accompagné aussi de Jean-François Thiriet, que vous avez peut-être déjà dû connaître par le biais de nos précédentes interviews d'experts qu'on a communiquées sur notre blog Voodoo. Jean-François est facilitateur d'intelligence collective et on va parler du coup de Canva Community aujourd'hui avec lui. J'en dis pas plus, il reviendra là-dessus. Donc moi, je me présente rapidement. Je suis chargée marketing et communication chez Voodoo. En quelques mots, je vais vous présenter Voodoo aussi pour que vous réussissiez à nous cerner un peu mieux. Donc, on est accéléré en fait par le village Baïséa et Scalinov. Donc, on est situé en fait dans le Grand Est, à Besançon et à Mulhouse, plus exactement. Et donc, Voodoo, c'est une start-up qui a 3 ans et que du coup, on fait aussi partie de l'écosystème du KM0, du coup à Mulhouse, pour ceux qui connaissent peut-être. Et donc, notre métier, en 3 mots, en fait, c'est d'activer les réseaux pro. Et pour ça, on le fait avec de la tech et de l'humain. Donc, de la tech, c'est nos 2 solutions collaboratives digitales. La première qui est une plateforme d'animation communautaire et la deuxième qui arrive prochainement, qui est une application mobile communautaire, du coup. Et l'humain, c'est bien évidemment notre équipe. Donc, on est 17 collaborateurs aujourd'hui chez Voodoo. Et du coup, on met à disposition notre expertise pour activer vos réseaux pro. Et du coup, justement, en parlant de conseils d'experts, du coup, on a voulu croiser nos réflexions avec Jean-François Thiriet aujourd'hui, dont on a découvert le travail via ses masterclass et ses propositions de coaching. Donc, comme vous avez pu prendre connaissance, Camilla va vous partager le lien dans le chat. On a fait une petite interview avec Jean-François pour parler du coup intelligence collective. Et avant de lui laisser la parole, je voulais revenir rapidement sur les outils communautaires, parce que c'est quelque chose qui est important chez Voodoo, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de mettre en avant de notre côté, parce qu'on est persuadé que c'est un levier de performance en fait pour les entreprises et les organisations. Donc à notre sens, en fait, il y a 3 principaux outils, parce qu'avoir une communauté pro performante et efficace, c'est possible, en choisissant bien évidemment la bonne solution. Donc tout d'abord, il y a les plateformes communautaires qui, elles, vont être plus destinées aux espaces dédiés, par exemple à différents thèmes ou espaces de discussion, qui vont être un outil pour partager des documents, des informations, organiser des événements aussi. Il y a aussi les applications mobiles communautaires qui, elles, du coup, sont vraiment plus accessibles, vraiment plus instantanées. Elles vont être vraiment un outil de mise en relation avec des pairs, de demande d'aide instantanée et de discussion par chat en direct. Et enfin, on a le community building. Donc, le community building, c'est un conseil, c'est une offre de conseil clé en entreprise, surtout pour mettre à profit du coup les capacités des outils que j'ai cités précédemment. Et donc, ça passe par des audits communautaires, la définition des objectifs avec des conseils d'experts, des ressources documentaires clés aussi, et même des formations. Et donc, du coup, pour ces outils, ce qui va être intéressant aussi, et ce qu'on va explorer aujourd'hui avec Jean-François et Emir, c'est que pour faire vivre sa communauté, l'animation reste le nerf de la guerre, et qu'une fois que vous aurez choisi le bon outil, il faut d'autant plus qu'il s'insère dans votre stratégie communautaire et par la même occasion, votre stratégie d'entreprise. Et du coup, pour ce faire, je vais laisser la parole à Jean-François, du coup, qui va intervenir sur la partie stratégie communautaire et stratégie d'entreprise. Ok, merci Camille. Merci à vous deux de m'accueillir aujourd'hui. Je suis très heureux d'être là parce que votre présence montre que le thème de la communauté a résonné pour vous. Et pour Voodoo, pour Emir et pour moi, c'est un plaisir de voir que nous ne sommes pas les seuls et qu'il y a un mouvement qui est en train de se créer. Et j'espère en tout cas qu'aujourd'hui, ce webinaire va pouvoir contribuer à votre réflexion. Et Camille, Emir et moi, dans ce regard croisé, on avait vraiment une intention qui est de rendre ce webinaire le plus interactif possible.
On est quand même dans l'intelligence collective. Donc, ne nous voyez pas comme des experts, mais plutôt comme des gens qui partagent avec vous leur expérience. Vous en avez sûrement aussi, donc votre retour est bienvenu. On est là pour s'enrichir mutuellement. C'est vraiment le sens de l'intelligence collective, je pense. Alors, avant de démarrer cette exploration, qui va en fait être un mini-atelier, je vous invite d'ores et déjà à préparer un document Word qui va être prêt ou une feuille blanche et un stylo. Vous allez voir, vous allez avoir une sorte de mini-workshop pour vous aider déjà à avancer dans votre conception de votre stratégie communautaire. Je vais vous poser quelques questions et puis on va partager ensemble les différentes étapes pour que cette stratégie communautaire soit la plus cohérente et alignée possible avec votre organisation. Une stratégie communautaire se pense dans un contexte. Il n'y a pas la même stratégie pour toutes les organisations. Ça, c'est le premier mythe. Chaque stratégie se décline au sein d'une organisation avec sa culture, avec ses rituels, ses habitudes. Et c'est pour ça que penser sa stratégie communautaire est aussi importante. Il n'y a pas du one size fits all, du tout fait. Il va falloir prendre un petit peu de temps pour réfléchir. Alors, juste pour vous connaître un peu mieux, on a eu le plaisir d'entendre déjà certains d'entre vous se présenter, mais je voudrais savoir dans le chat, si vous voulez bien juste écrire oui, si vous avez déjà une communauté en place. Est-ce que vous voulez bien juste les personnes qui ont déjà une communauté en place dans leur organisation, juste taper oui dans le chat. Qui a déjà une communauté en place? OK. OK, je vois personne. OK. Maintenant, qui en est à la phase de conception de sa communauté? C'est-à-dire qu'elle n'est pas en place, mais vous êtes déjà en train de la concevoir. Alors, excusez-moi, je n'ai pas réussi à gérer le chat, donc je n'arrive pas à chatter, donc voilà. Parce que je voulais vous dire que nous, on avait, la finance, on avait un début de communauté. Voilà. Génial. Mais j'ai pas encore réussi comment je faisais pour chatter, donc je vais y arriver. OK, alors vous avez un petit onglet qui s'appelle Chat avec une petite flèche sur laquelle vous pouvez cliquer qui va s'ouvrir à ce moment-là. Peut-être ça peut vous aider. OK, super. Donc, merci de nous le partager. Ça peut être aussi intéressant pour les autres. Tout à l'heure, quand à la phase des questions-réponses, on pourra partager aussi votre expérience. Et enfin, qui explore la possibilité de lancer une communauté à ce stade? Qui explore la possibilité de lancer une communauté dans son organisation à ce stade? Tapez juste oui ou moi dans le chat pour qu'on puisse voir qui en est déjà là aussi. Alors, il y a beaucoup de réponses qui arrivent dans la partie questions, en fin de compte. Ah, merci. Oui, parce qu'en fait, la partie chat est pas accessible, donc du coup, on est obligé de passer par la partie questions. Ah, ok, parfait. Ok. Bon, très bien. Alors, ces questions-là nous aident à savoir un peu où vous en êtes. Et quand on veut réfléchir sa stratégie communautaire, selon les différentes étapes là où on en est, eh bien, ça vaut le coup quand même de revenir à moi ce que j'appelle les 4 P. Les 4 P sont pour moi les 4 facteurs ou clés qui vont vous permettre de savoir que vous êtes prêt pour lancer votre communauté et donc choisir l'outil et la plateforme collaborative qui va être la plus pertinente pour vous. Donc, pour ça, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir ce document Word, de prendre cette feuille et ce crayon, et je vais vous poser quelques questions et vous allez commencer à explorer cette stratégie. Ce modèle 4P qui vous aide à penser votre stratégie, il est vraiment simple et pour les personnes qui le souhaiteront, à la fin du webinaire, on mettra à votre disposition, Camille mettra à votre disposition un PDF avec toutes les questions que je vais vous poser et le résumé de la stratégie 4P pour que vous ayez vraiment quelque part un canevas de questions pour préparer cette stratégie. Donc, la première étape, c'est d'abord la promesse, c'est-à-dire on va essayer de répondre au pourquoi cette communauté. C'est vrai qu'il y a un mouvement qui est en train de se créer et le risque, c'est de vouloir prendre le mouvement parce que c'est un mouvement. L'idée, c'est vraiment de se dire, première question, pourquoi la communauté existe? Et derrière ça, je vous propose d'explorer peut-être pendant 1 minute quelles sont les problématiques que cette communauté vient résoudre.
quels sont les vides qu'elle vient combler? Quel est l'espoir associé à cette communauté? Prenez juste une minute et si vous avez envie, ce que vous tapez sur votre document Word, vous pouvez le partager dans l'onglet questions avec nous pour qu'on puisse aussi s'enrichir de vos retours et savoir là où vous en êtes. Donc, pourquoi la communauté existe? Et je vais vous les mettre ces questions dans le chat. Hop, pour que vous puissiez les avoir. Écrire. Alors, moi, mon onglet, malheureusement, questions est fermé, mais c'est mon onglet de chat qui est ouvert. C'est bizarre. Voilà. Donc, les questions sont dans le chat. Peut-être, Camilla, si tu arrives à les copier et les coller dans l'onglet questions. Alors, je Pourquoi vais la essayer. communauté existe? Quelles sont les problématiques que cette communauté vient résoudre? Quel vide vient-elle combler? Quel est l'espoir associé à cette communauté? Super. Alors, est-ce que l'un d'entre vous veut partager peut-être une réponse ou une exploration? Le principe d'une stratégie, c'est qu'elle n'est jamais tout à fait parfaite. Elle n'est jamais tout à fait claire au départ. Elle s'affine. Vous allez voir, il y a les participants, le processus et les parties prenantes qu'il va falloir prendre en compte. Mais à ce stade, qu'est-ce qui vous vient? S'il y avait une promesse pour votre communauté, ce serait laquelle? Qui veut prendre la parole ou qui veut le partager dans le chat? Camilla, moi je ne vois personne pour l'instant ni dans les questions. Oui, Bonjour excusez-moi. à tous. Moi, il m'est Pardon. impossible d'écrire. Donc, Dans le chat ouais. ou dans les questions? Dans les questions, mais alors dans les questions, je vois pas si d'autres personnes écrivent. Et Ouais. moi, il m'est impossible d'écrire dans le chat. Ah, Je vous merci. propose je du coup vois de prendre la que- main. Je vous Ouais. propose du coup de prendre la main à l'oral. J'ai activé les micros, j'ai répondu à votre question. Voilà. Là, je vous invite du coup à prendre la main avec grand plaisir. Du coup, ce sera plus vivant que par écrit. Du Plus coup. vivant. Alors, Ok, c'est bon. pourquoi la communauté existe? Quelles sont les problématiques que cette communauté vient résoudre? Quel vide vient-elle combler? Quel est l'espoir associé à cette communauté? Qu'est-ce qui vous vient? Marc Peut-être Lemke, que... Alors, Marc Lemke, Marc, écoute, avec plaisir, juste tu peux... Alors, moi, je te dans votre connais, mais... présentation. Je te connais, mais si tu peux juste resituer ton contexte pour qu'on comprenne ta réponse parce qu'elle est liée à un contexte, justement. Donc, moi, je suis le DSI de Delfingen et enfin, je réponds pas à ta question, mais le premier point, moi, c'est quoi la différence entre une communauté et un service ou un projet multi-entité? Ouais. Donc ça, c'est effectivement. La question, elle est très importante parce que toi, tu gères plutôt des projets multi-entités et tu te demandes quelle est la différence avec la communauté. Eh ben, ça, c'est une excellente question. Pourquoi créer, entre guillemets, un dispositif qui s'appellerait communauté alors qu'on a des projets multi-entités? Alors, moi, je peux peut-être donner ma réponse de ça. C'est que les projets multi-entités par rapport à une communauté, la communauté, elle n'est pas centrée juste sur un projet et un délivrable. Elle est aussi centrée sur le lien entre les participants dans la durée, au-delà des projets. On n'est pas juste dans, une fois que le projet est fini, ça continue. Dans un projet, il n'y a plus de raison d'être en lien, le projet est terminé. Dans la communauté, c'est un processus long terme qui favorise non seulement la production d'idées, la production, le partage de savoir, le partage de ressources en commun, mais ça dure dans le temps. La communauté est ouverte, c'est-à-dire qu'on n'est pas limité aux multi-entités. Il y a des entités qui peuvent être transversales, qui peuvent être aussi importantes dans ce contexte-là. Donc la nuance est différente. Et puis on n'a pas des personnes, notamment la place de l'animateur et du facilitateur, elle n'est pas forcément hiérarchique. Elle peut être, comment dire, plus transversale, voire extérieure, hein, et qui n'a pas forcément de lien avec le chef de projet, par exemple, hein, qui est plutôt hiérarchique et qui a un lien, un pouvoir, entre guillemets, sur les personnes qui travaillent dans le projet.
Je ne sais pas si Émir, Camille ou Audrey, du côté Voodoo, vous avez envie de répondre à ça aussi? Oui, alors moi je peux répondre justement par une autre contribution que je vois passer dans les questions que je trouve très intéressante. Donc c'est Magali qui au pourquoi répond développer l'entraide et rompre la solitude de l'entrepreneur. Donc je trouve que c'est une belle réponse à ce qui vient d'être formulé. C'est tisser du lien en fin de compte et ne pas être seul face aux problèmes qu'on rencontre ponctuellement ou régulièrement. Donc merci Magali pour cette contribution. Super. Quelqu'un d'autre veut répondre sur cette dimension de la promesse? Quelle est la promesse que vous avez identifiée? Quel est le vide que cette communauté vient répondre? Et ce que Marc a dit est intéressant. Pourquoi créer une communauté? Est-ce qu'il existe déjà des processus qui existent dans l'entreprise qui viennent remplacer la communauté, ou est-ce qu'au contraire, ces processus auraient intérêt à être remplacés par une communauté? Alors, pour respecter le timing, on va passer maintenant aux participants. Les participants, c'est très important parce que la question à qui est destinée cette communauté? Une fois que j'ai identifié le vide, une fois que j'ai identifié les problématiques à résoudre, il va falloir qu'en découle, alors ça veut dire que qui va faire partie de cette communauté qui soit en lien avec ces problématiques pour que ça ait du sens. Donc, à qui cette communauté est destinée? Première question. Comment seront-elles sélectionnées? Ça, c'est très important. Quand on regarde l'expérience en matière de communauté, les gens viennent dans les communautés pour des raisons très précises. Parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça prend évidemment sur leur agenda. Et on va voir beaucoup de choses autour de continuer à apprendre, comme l'a dit Magali, rompre la solitude, renforcer aussi son positionnement et la mise à jour de ses connaissances. Enfin, il y a une liste comme ça, quand on étudie les personnes qui font partie des communautés dans les organisations, ça aussi on peut l'ajouter dans le PDF qu'on vous donnera à la fin. Ils ont des raisons bien précises de pourquoi ils veulent venir. Et plus on sélectionne ces personnes en lien avec ces attendus, plus ça va être des membres actifs de la communauté. Donc c'est là où c'est vraiment intéressant. Troisième question, quel est le processus, non pas de sélection, mais d'intégration dans la communauté, ce qu'on appelle le onboarding dans la communauté, qui est extrêmement important. Et qu'est-ce qu'ils vont partager ensemble? Qu'est-ce qu'ils vont partager ensemble? Donc, si vous deviez prendre ne serait-ce qu'une minute ou réfléchir à haute voix avec nous, à qui serait destinée la communauté que vous avez à l'esprit? Comment serait-il sélectionné? Quel serait le processus d'onboarding? Et que partagerait-il ensemble selon vous? Est-ce que quelqu'un a envie de partager soit quelque chose qu'il anticipe ou quelque chose qu'il a déjà mis en place? Du style, nous, on a une communauté à destination de... Quelqu'un? Alors sur le qui, dans la partie question, il y a Arnaud aussi qui nous a dit que sa communauté va réunir des personnes au profil culturel et géographique différents. Donc ça, c'est hyper important. Effectivement, ça aura un impact sur l'onboarding notamment et sur la suite des interactions. Ouais. Et donc, c'est intéressant parce que, encore une fois, la question se pose, pourquoi ces personnes-là en particulier? Comment prendre en compte la différence culturelle? Alors, il y a des différences de culture liées au métier, mais il y a des différences de culture liées à la géographie. Et ça vaut la peine d'être pris en compte parce que quand vous mettez, par exemple, des gens du commercial avec des gens de la production ou de la R&D ensemble, ils n'ont pas la même culture métier. Et c'est important de pouvoir favoriser les ponts entre les différentes cultures métiers et de prévoir que ce travail d'acculturation de l'un vers l'autre et tout simplement de familiarité avec les cultures respectives sont prises en compte, notamment dans l'onboarding et dans la phase d'accueil et d'intégration de la communauté. Quelqu'un d'autre? Ok, je continue alors. Anaïs, pardon Jean-François, on a Anaïs qui nous dit aussi que sa communauté va fédérer des acteurs du sanitaire et social. Voilà, donc des personnes du secteur sur des projets communs et sur du partage d'informations. Ok. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand on a des acteurs, des participants à la communauté qui sont aussi larges
En fait, plus on a les problématiques dans la phase précédente, c'est-à-dire la promesse, plus on connaît les problématiques, plus on connaît l'espoir, plus on connaît les enjeux de la communauté, plus on va déterminer précisément à qui ça s'adresse et aussi évidemment la question clé, à qui ça ne s'adresse pas. Parce que tout le monde n'a pas peut-être sa place en lien avec les questions qu'on cherche à résoudre. Donc trouver les bons acteurs, c'est important. Comme l'a dit Audrey, créer de la diversité. Plus il y a de la diversité, plus il y a de la richesse, c'est aussi important. Mais parfois, il faut aussi avoir à l'esprit de qui, entre guillemets, n'est pas concerné par le sujet de la communauté, qui ne sera pas sélectionné pour cette communauté. Troisième étape, le processus. Quel processus allons mettre en route? Alors là, c'est très long, il y a pas mal de questions. Je vous les cite. Et puis, pareil, quelle est celle qui résonne pour vous? Qui dirige la communauté? Quel est son format de gouvernance? Quelles en sont les règles? Quel rôle peuvent prendre les membres de la communauté au sein de la communauté? Qui gère et qui l'anime? Quels sont les outils de communication à mettre en place? Et là, évidemment, on fait le lien avec Voodoo. Hein. Comment sont gérées les données? Là aussi, on fait le lien avec Voodoo. Quels vont être les rituels de la communauté? Par exemple, dans mon expérience de la communauté, si on est centré que sur la production d'idées ou le partage de ressources, je trouve que les communautés s'essoufflent vite. Comme le disait tout à l'heure, je crois que c'est Magali, la qualité des relations est super importante et la possibilité de vivre des expériences ensemble. Pas juste d'être dans on est là pour bosser, mais aussi on est là pour se connecter, apprendre et vivre des choses ensemble renforce l'engagement. Ensuite, quel lien avec l'organisation? Et puis, quel retour pour l'organisation? Je crois qu'un des gros enjeux des communautés actuellement, c'est comment l'investissement que l'entreprise va mettre dans les communautés va lui revenir en retour. Et donc, comment allons-nous construire le pont de retour entre ce que produit la communauté et son retour pour l'organisation? Par exemple, dans des communautés que j'ai pu animer, on a travaillé sur le courage managérial. Et évidemment, ce qu'a produit la communauté sur le courage managérial, qui était un PDF très très riche, puisqu'on avait 8 personnes qui avaient réfléchi ensemble, partagé ensemble ce que ça voulait dire le courage managérial, eh bien, comment on fait en sorte que ce document ne reste pas dans la communauté, mais vraiment s'intègre dans l'entreprise, dans sa culture, et donc comment on a anticipé que entre guillemets, la production de cette communauté va être renvoyée à l'ensemble de l'organisation et qu'il y ait un retour sur investissement. Et enfin, dernier process, quels contenus vont y être partagés? Donc là aussi, qu'est-ce qui vous vient quand je vous dis qui dirige la communauté, quelle est sa gouvernance, quelles en sont les règles, quels sont les rôles, qui gère, qui anime? Quelles sont les réponses qui vous viennent aujourd'hui, soit dans ce que vous avez déjà anticipé, soit dans ce que vous vivez déjà dans votre communauté parce que vous l'avez déjà mis en place? Est-ce que quelqu'un veut partager avec nous? Je vois, Jean-François, qu'il y a Magali juste avant qui parlait pardon Audrey, qui parlait aussi des entrepreneurs dans le qui. Des entrepreneurs qui sont accompagnés et hébergés sur leur site, donc par exemple des pépinières, des incubateurs et des hôtels d'entreprise aussi. Ouais. Ça, les communautés d'entrepreneurs, que moi j'appelle les masterminds, sont effectivement un grand mouvement aussi qui est un reflet de l'intelligence collective qui est en train de se mettre en place. Seul on avance vite, mais ensemble on avance plus loin. Alors, dernière partie pour que vous puissiez aussi entendre Émir qui a beaucoup de choses à vous dire. La dernière question, c'est évidemment, au vu de cette promesse, des personnes qui sont concernées et du process qu'on va mettre en place, qui doivent être les parties prenantes à intégrer dans le design et le lancement de la communauté? Très souvent, on va avoir un risque qui est de limiter la création et la réflexion de la communauté avec les RH ou la formation, mais pas prendre en compte les différents acteurs du design de la communauté, parce que si on a une problématique qui est multi-acteurs, ça veut dire que dans les parties prenantes, ça doit être forcément multi-acteurs.
C'est vraiment essentiel parce que si, par exemple, vous êtes manager, que votre collaborateur va et participe à une communauté, que vous n'en êtes pas informé, que vous ne connaissez pas comment ça marche, que vous ne savez pas ce qu'on attend de vous, et qu'à la fin, il revient en disant « Ouais, super, on a eu des super idées, j'aimerais bien les mettre en place », bah, c'est extrêmement frustrant parce que vous n'étiez pas informé, donc il y a des chances que vous ne compreniez pas d'où ça sort et que vous soyez en décalage avec le processus global. Et donc, plus il y a d'acteurs et de parties prenantes qui sont impliqués, plus il y a de chances que ce projet de communauté soit véritablement un succès. Donc, 4 leviers: établir une promesse, établir un process, identifier des participants et déterminer qui sont les parties prenantes à impliquer pour que l'ensemble du dispositif communauté apprenante, communauté de pratique, vous permette de choisir votre outil collaboratif et que vous ayez les plus grandes chances de succès. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui sur la stratégie communautaire. Alors sur le dernier point que tu viens de mentionner, Jean-François, on a Arnaud aussi qui a souligné l'importance de l'articulation entre les problématiques métiers avec ses idées et ses succès, avec la vision aussi globale de l'entreprise. Donc on est vraiment bien dans ce que tu viens de dire. Tout à fait, tout à fait. Merci Arnaud. Émir, à toi de jouer. Alors du coup, Émir, je te laisse la main. Juste avant, petite parenthèse, n'hésitez pas tous à continuer à poser votre question, même si les autres participants ne les voient pas. On reviendra dessus, bien sûr, à la fin. Il y a un temps d'échange qui est prévu après le témoignage d'Émir. Donc, vous pouvez aussi, pendant que Émir présente sa partie, poser des questions et bien évidemment, on prendra le temps de discuter de tout ça à la fin de la session. Alors bonjour à tous, à toutes et à tous. Merci Jean-François et à Camille. Merci à l'équipe Oudou de m'avoir accueilli. Et merci à vous également de nous avoir rejoints aujourd'hui dans ce webinaire. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Emir Dasuki, je suis apprenti community builder chez Delfingen. Et en quelques mots, nous sommes un équipementier automobile mondial présent dans 21 pays et nous sommes spécialisés dans les solutions de protection et de cheminement des réseaux et flûtes embarquées. Donc, le but aujourd'hui de ma part, c'est de vous partager comment chez Delfingen, nous avons conçu, nous avons mis en place des communautés de pratique. Et ça rejoint aussi ce que Jean-François disait, bien évidemment. Mais avant de rentrer plus en détail, je vais juste vous partager, vous décrire ce que c'est une communauté de pratique. Donc, sur ce livre qui a été rédigé par Étienne Wenger, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez bien évidemment lire le livre, parce que dedans, il y a beaucoup de notions, de concepts qu'on peut trouver dans une communauté de pratique. Et justement, avec cette définition, une fois par exemple qu'on arrive à avoir des communautés de pratique performantes et efficaces, on peut arriver à avoir deux bénéfices, c'est-à-dire un bénéfice à la fois pour les membres des communautés et aussi des bénéfices pour l'entreprise. Et quels sont tous ces bénéfices? Et bien évidemment, tout d'abord avec les membres, comme on peut voir dans la définition, les membres peuvent bénéficier des expertises des autres membres, en l'occurrence dans une entreprise des expériences, des connaissances du réseau professionnel de cette entreprise. Ils peuvent aussi avoir ce partage de connaissances qui va justement leur permettre d'avoir la coproduction de nouvelles connaissances. Quels sont les bénéfices pour la structure, pour l'entreprise? C'est bien évidemment une fois que les collaborateurs, les collègues, ils arrivent à mieux résoudre les problèmes, ils arrivent à mieux échanger avec les uns et les autres. Bien évidemment, pour une entreprise, on va avoir des collaborateurs plus performants qui sont plus capables de faire face aux problèmes, aux changements. Et bien évidemment, enfin, on va avoir aussi la rétention des talents parce que, comme je viens de vous dire, avec les collaborateurs plus performants, on peut arriver à avoir
des collaborateurs qui sont contents de partager ce qu'ils font, leur métier, et aussi qui sont contents d'être avec l'entreprise parce que justement, ils arrivent à mieux faire face à tout type de problèmes. Et donc, pour vous contextualiser, chez Delfingen, les communautés de pratique, c'est une nouvelle approche. Nous, en ce moment, nous sommes en phase comme Jean-François a dit, nous sommes en phase de sensibilisation, de conception, de la structuration et quels sont les contextes qui nous poussent à avoir cette nouvelle approche. Comme je vous disais, chez Delfingen, nous sommes une entreprise internationale, donc forcément, nous avons des collègues qui ne sont pas avec nous. Bien évidemment, on a ce manque de partage, d'échange, même s'il y a des collègues qu'on peut échanger en visio ou en ligne, il y a toujours ce décalage horaire. Et ensuite, nous sommes rendus compte aussi à quel point c'est important de gérer nos connaissances, nos compétences, nos informations internes. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que dans le contexte actuel, je pense que vous serez d'accord avec moi, il y a beaucoup d'informations qui se diffusent de nos jours, mais on n'a pas un outil, on n'a pas une stratégie pour les conserver stratégiquement, pour les consulter facilement. Et tout cela, on peut trouver dans une communauté pratique qui rejoint à la fin à notre culture chez Delfingen, qui est la culture de l'oralité. Chez nous, on préfère toujours parler, échanger, passer du temps ensemble avec nos collègues, etc., etc. Donc, voilà pour le contexte. Et, chez nous, nous avons identifié les services et les projets où nous avons pensé comme quoi ils avaient besoin de ces comités de pratique et de cette animation communautaire. Donc, quels sont ces services et projets identifiés? Dans un premier temps, nous avons la communauté de pratique sur le sujet de décarbonation. Donc, grosso modo, c'est là où notre groupe, notre réseau de professionnels, on peut échanger sur le sujet de RSE, qui est un sujet à la mode à l'entreprise également. Et ensuite, nous avons les deux communautés de pratique de RH et de finance, comme disait Marie-Agnès tout au début. Et ce qui se ressemble avec ces deux communautés de pratique, c'est que dans ces deux communautés, on va avoir deux sujets. Par exemple, avec la communauté RH, on va avoir à la fois un sujet sur le métier des RH, c'est-à-dire le sujet de recrutement, d'onboarding de nouveaux collaborateurs, mais aussi on va aussi avoir un sujet sur le projet interne des RH. Donc, en ce moment, nous sommes en train de déployer un outil SRH au site de Delfingen. Pareillement, pour la communauté finance, un sujet sur le métier de la finance, pardon, et un sujet sur le projet interne de la finance. Et enfin, nous avons aussi la communauté QSE, plus le sujet de la qualité et de la santé au sein de Delfingen. Donc, tout cela pour vous dire que ce sont les services et les projets que nous avons identifiés, mais comment cette animation communautaire fonctionne chez nous, comment on est arrivé à cette phase de conception, à cette phase de structuration. Alors, chez Delfingen, tout d'abord, nous avons identifié les parties prenantes, les acteurs, comme Jean-François disait tout à l'heure, sur ce qui vont avoir le rôle de directeur, des animateurs, etc., etc. Donc, dans un premier temps, en l'occurrence, on va avoir le directeur de communauté. Donc, en l'occurrence, ce sont ceux qui sont les chefs de service ou les chefs de projet chez Delfingen. Ensuite, nous avons les animateurs de communauté et ce sont ceux qui font partie de service, qui connaissent bien le métier ou aussi qui font partie de l'équipe de projet. Et ensuite, il y a le gestionnaire, le conseil de communauté. En l'occurrence, c'est plutôt moi. Donc, mon rôle ici, c'est d'être une force de proposition pour les autres, pour
pour bien mettre en place une stratégie communautaire bien définie pour trouver le meilleur outil d'animation communautaire pour que le fonctionnement, la démarche de nos communautés de pratique fonctionne bien. Et enfin, qui est aussi un rôle important, c'est les membres de communauté. Comme Jean-François disait, on peut avoir autant de parties prenantes dans une communauté, mais si les membres ils sont pas motivés à échanger, s'ils sont pas passionnés sur ce sujet d'intérêt qui est partagé, on va pas avoir une communauté efficace et performante. Donc là, c'est vraiment primordial, c'est vraiment indispensable d'avoir des membres de communauté qui se connaissent bien, qui sont motivés, qui veulent échanger avec les uns et les autres. Et ensuite, dans cette phase de conception, ce qui est intéressant aussi, c'est que avec les parties prenantes, nous avons rencontré quelques difficultés à définir les animateurs de communauté. Donc, je pense que ça mérite également de partager avec vous parce que grâce à cette phase de conception, nous arrivons à avoir deux qualités essentielles qu'un animateur de communauté doit avoir. Comme vous pouvez voir sur la slide, c'est à la fois la capacité technique, c'est-à-dire leur capacité de connaître le métier, le service ou le sujet partagé, mais pas que. Nous avons besoin aussi d'un animateur communauté qui a cette capacité émotionnelle, qui a cette capacité humaine. Comment ils sont à l'aise avec les gens, comment ils peuvent rassembler les gens, comment ils peuvent écouter ce que disent les autres sur leurs problèmes, etc., etc. Donc voilà, et ensuite, je vais vous partager comment on fonctionne chez Delfingen. Donc, dans un premier temps, nous avons choisi Voodoo pour notre outil d'animation communautaire. Donc, grosso modo, on va avoir cet outil pour échanger sur tous les sujets que je viens de vous mentionner avant, sur cet outil en ligne. Mais encore une fois, pas que, parce que nous avons prévu aussi d'organiser des réunions physiques, comme Jean-François disait tout à l'heure. L'outil, choisir un bon outil, c'est pas suffisant, d'autant plus d'avoir une stratégie communautaire bien définie si on réunit pas les membres. Parce que il y a toujours cette importance d'avoir ce sentiment d'appartenance. On va pas arriver à avoir des membres qui vont partager les uns avec les autres s'ils ne sont pas à l'aise, s'ils ne se sentent pas à l'aise. Donc voilà, et tout cela pour vous dire que toutes les démarches qu'on fait chez Delfingen, c'est pour arriver à nos objectifs, à nos deux objectifs principaux, qui sont tout d'abord la capitalisation de connaissances et ensuite le partage d'expériences au sein du groupe chez Delfingen. Donc, c'est à peu près ça que je voulais partager avec vous. J'espère pouvoir être clair et bien évidemment, si vous avez des questions, que ce soit pour moi ou pour Jean-François, n'hésitez pas à chatter et on va passer à la partie d'échange. Merci Émir pour cette présentation qui était très très riche. Donc comme tu l'as si bien dit, je vous invite à prendre la parole, même à activer votre micro pour poser des questions, même sur le fonctionnement de la communauté de pratique chez Delfingen, aussi sur Jean-François Thiriet. Vraiment, n'hésitez pas à prendre la main, du coup. Peut-être une question pour Jean-François. J'ai vu qu'il y avait de l'animation ou de l'intelligence collective qui était poussée dans certaines des communautés, notamment sur son site internet, ce qui est plutôt intéressant. Je pense que le temps qui nous est imparti nous permettra pas forcément d'aller très loin sur ce sujet, mais est-ce que vous pouvez partager avec nous les règles, ou en tout cas le cadre qui nous permet de créer cette intelligence collective, et si jamais vous aviez une ou deux pistes pour nous aider à se positionner, comment est-ce qu'on pourrait par nous-mêmes essayer de déployer ça, qui me semble être un concept particulièrement intéressant, mais pas forcément facile à amener. Et pardon, je me suis pas présenté. Arnaud Guichard, Delfingen.
Et on a aussi au sein de Delfingen notre communauté douane qui est plutôt active, mais sur lequel, notamment sur cette partie d'intelligence collective, on a quelques carences. Alors, c'est une question, comme je peux me permettre de tutoyer, Arnaud, qui est vraiment passionnante parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on réunit des gens qu'il y a de l'intelligence collective. Il y a aussi, et il faut bien le reconnaître, il y a aussi de la bêtise collective. Et l'idée, effectivement, c'est que comment on fait la différence entre la bêtise collective et l'intelligence collective? Quels sont les facteurs qui permettent de passer de l'un à l'autre? Et c'est vrai que c'est un domaine auquel je ne peux pas répondre comme ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la première chose, c'est que le mot-clé, c'est la résonance. Il y a de l'intelligence collective quand les personnes résonnent ensemble. Et très souvent, quand j'interviens, je vais voir des équipes qui sont focalisées sur la tâche à accomplir, mais pas sur la relation avec les personnes avec lesquelles ils vont accomplir la tâche. Et la résonance, c'est-à-dire cette capacité à se sentir connecté, comme le disait Émir, à se sentir appartenir, elle est créée autour de la résonance. Et en tant que manager et en tant qu'animateur de communauté, notre premier travail au sein de la communauté, c'est créer de la résonance avec les personnes qui sont présentes. Et comment on crée de la résonance? Ça passe par plusieurs niveaux. Le premier niveau de résonance, c'est d'abord de savoir créer de la confiance dans un collectif. Pour créer de la confiance, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait des rôles, il faut qu'il y ait une vision, il faut qu'il y ait des objectifs, il faut qu'il y ait un sens, tout simplement. Mais aussi, il faut que, pour qu'il y ait de la confiance, il faut que je me sente en sécurité et que je me sens en sécurité avec les autres quand je les connais. Et quand je les connais au-delà de la surface. Quand vraiment je sens que plus la résonance est profonde, parce qu'on peut raisonner autour de, on est dans la même pièce. Bon, c'est un premier niveau de résonance. Mais si on raisonne sur, on a des mêmes expériences, on a des compétences complémentaires ou les mêmes, ou alors on a des valeurs communes, là, la résonance, elle devient intéressante. Quand on a des gens qui ont les mêmes valeurs, la résonance que ça crée devient vraiment intéressante. Et alors, si en plus on a des résonances sur notre identité professionnelle et ce qu'on fait ensemble, la vision de ce qu'on veut atteindre, là, c'est encore plus fort. Et on le voit, les gens qui sont mobilisés par, entre guillemets, sauver la planète, il y a une résonance très, très forte autour d'un thème qui est mobilisateur. Et donc, cette résonance va faire qu'on va avoir des idées, qu'on va pouvoir partager des idées parfois qui sont différentes, mais comme on est sur le même but, la différence des idées n'est pas un problème. Elle est vécue comme complémentaire. Mais sinon, on n'a pas un but commun. Des idées différentes vont être vécues comme opposées. Donc voilà, il y a tellement de choses à dire, Arnaud, sur ce sujet. Merci pour cette question parce qu'effectivement, je pense qu'au cœur des communautés, l'enjeu, c'est l'intelligence collective à tous les niveaux. C'est-à-dire la communauté en elle-même, mais la communauté avec les différents acteurs, les parties prenantes, mais aussi la communauté dans la culture de l'entreprise, la communauté dans la vision et les objectifs de l'entreprise, et avoir cette vision communautaire des communautés qu'il y a dans l'organisation, c'est un gage de plus grande intelligence collective. J'espère que je réponds à Arnaud un petit peu en tout cas. Merci beaucoup, très clair, merci beaucoup. Je vois qu'il y a aussi Aurélie qui avait répondu dans le chat qui parlait d'une communauté sur WhatsApp et de l'envie de développer une communauté sur la plateforme RHFB. Je ne sais pas si Aurélie, vous voulez prendre la main ou poser des questions, si on a pu répondre aussi aux questions que vous pouvez vous poser par rapport à cet objectif de création de communauté. Vous m'entendez ou pas spécialement? On entend. Ah bon, du coup, tant pis. Je vous laisse la main si vous avez d'autres questions, Arnaud ou vous les autres participants, profitez-en pour échanger avec Jean-François ou Émir, même Oui, sur. Alors moi, en tout cas, merci.
Merci beaucoup pour, voilà, pour ces présentations. J'avais une question, mais d'ordre beaucoup plus technique. En tout cas, merci pour la mise en contexte et justement l'objectif un peu aussi qui peut être de casser les silos dans une entreprise et voilà et renforcer le collectif. Et voilà, c'est en tout cas un outil qui peut faciliter et rassembler. Juste techniquement, est-ce que ça vient s'additionner à à l'intranet, par exemple? Est-ce que c'est comment on l'intègre? Et pour des collaborateurs qui pourraient être éloignés des outils informatiques, alors il y a l'application que vous avez évoquée, mais voilà, donc c'est un peu des questions lancées comme ça. En tout cas, merci beaucoup. Alors, moi, j'entends deux questions. J'entends, est-ce que la plateforme Voodoo et Lou peuvent s'intégrer dans le dispositif existant de l'entreprise? C'est ça la question, la première que j'entends? Oui, exactement. Ouais. Alors, je vais laisser mes amis de Voodoo répondre parce que là, je ne saurais répondre. Est-ce que Audrey, tu veux prendre la main sur cette question ou Oui, bien sûr, avec Ouais. plaisir. Alors effectivement, il y a une vraie complémentarité entre les outils internes à l'entreprise qui vont être des outils collaboratifs, où on va pouvoir faire de la gestion de projet et toutes les tâches collaboratives qu'une entreprise a l'habitude de faire, et les outils et plateformes communautaires qui, eux, vont poursuivre un objectif différent, qui est cette dimension plus sociale, plus de créer du lien, créer de l'événement, faire les gens se rencontrer et avoir un espace en fait de continuité pour les échanges, en lien aussi avec les événements qui peuvent être proposés avec cette articulation animation communautaire digitale et animation communautaire physique. Voilà, donc on est vraiment en complémentarité là-dessus. Et après, encore plus techniquement, sans entrer trop dans les détails, il y a effectivement des possibilités d'interconnexion avec les outils de l'entreprise pour, par exemple, avoir une authentification unique, même identifiant, même mot de passe, sur les outils de l'entreprise et sur les outils communautaires qu'on propose. Puis il y avait une deuxième question qui était comment faire avec les personnes qui sont peut-être moins à l'aise avec les outils informatiques. C'était ça aussi? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, en termes de soit moins à l'aise, allez-y, soit oui. qui ne sont pas dans le cadre de leur mission en connexion permanente en tout cas, ou qui n'ont pas suffisamment les outils adaptés. Alors, je ne sais pas après si Émir, tu veux répondre ou si Audrey, Camille, vous voulez répondre. Moi, je pense qu'en termes de stratégie communautaire, c'est bien de fonctionner avec des prototypes, c'est-à-dire de faire des tests avec ce que j'appelle moi des micro-communautés. C'est-à-dire de voir justement en phase bêta, tiens, la communauté, comment elle réagit face à cet outil informatique, à la gestion des données, à la gestion ou à la sauvegarde des données. Comme ça, on voit dès le départ, à partir de cette micro-communauté qui est finalement un test, avec entre guillemets des cobayes, même si c'est pour de vrai, ça nous permet d'avoir un miroir assez vite de est-ce que c'est compatible, est-ce qu'on a besoin de faire monter en compétences. La deuxième chose, c'est que dans les communautés, notamment, que je peux animer, il y a aussi ce qu'on appelle le travail asynchrone. C'est-à-dire que quelqu'un vient présenter une problématique à un moment donné, imaginons maintenant, et les autres vont répondre au moment où ils sont connectés, sauf qu'on va se donner une date limite. Par exemple, sur une semaine, on va réfléchir sur cette problématique et tout le monde va venir à différents moments contribuer à cette problématique. Il n'a pas besoin d'être connecté tout le temps. Donc ça peut aussi pallier au fait que les gens ne soient pas tout le temps connectés, mais quand même d'avancer à l'échelle de la communauté. Je ne sais pas si Émir, Audrey, Camille, vous avez des retours Je vois qu'il y a Hugo qui lève la main, qui voudrait peut-être rebondir sur le sujet qu'on vient d'évoquer. Hugo? Oui, merci de me donner la parole. Oui, j'ai une question pour Jean-François. C'est la suivante, c'est en fait, tu as parlé de l'importance de la relation de confiance et du sentiment de sécurité des membres au moment de lancer la communauté. Et ma question, c'est comment optimiser le lancement d'une communauté en s'assurant qu'il y ait de la confiance et de la sécurité,
quand on a les contraintes de distance géographique, de fuseaux horaires très différents, de personnes très prises par l'opérationnel, et puis éventuellement des personnes avec une barrière de langue. Voilà. Bah, là, tu Le contexte as parlé, en fait. parlé du pire contexte possible. Bienvenue chez nous. Voilà. Non, mais c'est un vrai challenge. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai que moi, j'aurais tendance à voir l'inverse, c'est-à-dire plutôt que de se demander où c'est pas possible de faire une communauté, c'est plutôt de se dire où est-ce que c'est possible avec moins de ces contraintes-là. Parce qu'effectivement, si j'ai à l'échelle de la planète, j'ai le Japon en lien avec la Californie, ça va être très très compliqué de créer une communauté et elle va être beaucoup plus difficile à animer et à rendre vivante parce qu'on va être forcément très souvent asynchrone. Donc ça pose vraiment question. Moi j'aurais tendance à, effectivement, comme on n'a pas le choix, bah, parfois il faut le faire et puis tenir compte de cette variable-là. Mais c'est là où peut-être Émile pourrait répondre parce que le rôle du facilitateur va être très important. Parce que il est le lien entre les décalages horaires, il est le lien entre les décalages de culture, il est le lien et le facilitateur de toutes ces différences pour qu'elles ne soient pas problématiques, mais qu'elles soient plutôt une richesse. Je ne sais pas ce que tu en penses, Émile, toi. Surtout que tu es dedans en plus. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean-François. J'aimerais aussi rajouter, je pense que c'est vraiment important d'avoir un plan d'animation bien défini, bien structuré dès le début, parce que c'est là où on va partager nos tâches, partager nos rôles, qui va animer à cette heure-ci, qui va animer à cette heure-là, etc., etc. Donc, je pense que c'est aussi important. Et ça va aussi rejoindre à comment ce plan d'animation va être évalué dans le sens où là, on va avoir un plan d'animation pour une communauté, mais toujours un plan d'animation, c'est pas une chose fixe. Au sens que, par exemple, on peut avoir des échanges réguliers avec les membres, justement pour avoir leur feedback. Qu'est-ce qu'il y a des choses à améliorer, qu'est-ce qu'il y a des choses qu'ils apprécient ou est-ce qu'il y a un plan d'animation qui ne va pas avec leur manière de travailler, etc., etc. Donc, je pense avoir un plan d'animation dès le début qui est bien défini, qui est bien structuré, c'est important, mais aussi on peut le modifier, on peut le changer en fonction des besoins des membres et de nos besoins également. Donc voilà. Merci, merci Jean-François. Je vois qu'il y a, je vois que le temps file. Je laisse la parole. Je crois que c'est Kevin qui a pris la main. Il y avait encore une question dans le chat pour prendre le temps d'y répondre de Théo. Mais vas-y Kevin, je te laisse terminer et puis je prendrai la main sur la question après, juste après. Si je me trompe pas, hein, c'est Kevin qui a pris la main. Non, j'avais ouvert le micro, mais c'était Marc Lemke. Mais Ah, Marc, pardon. Pardon, Marc. Bah, je vous en prie, du coup, allez-y. Je prendrai la main sur la dernière question juste après, alors. J'avais une petite question un petit peu polémique pour Jean-François. C'est ça te ressemble pas. C'est pas polémique, absolument, mais moi, ce que je vois en fait de ma fenêtre de DSI, c'est que on est vraiment dans l'info-obésité. On a énormément d'informations, des outils en fait pour échanger maintenant, c'est plus un problème, il y en a partout. Le vrai problème que je vois, c'est comment en fait maintenir l'attention en fait des gens et l'intérêt. Et ça me semble en fait une vraie question. Au-delà en fait de tous les problèmes, quelles que soient les communautés, on a parlé de communautés de douane, de communautés de projets pour la finance ou de RH. Certes, ces problèmes-là sont là, souvent traités d'ailleurs, c'est ce que je disais au départ, par des outils projets, en partie au moins. Mais comment en fait, comment donner de l'attention, comment captiver les gens, parce qu'en fait, on est sollicité de partout. Oui. Je ne sais pas si je peux répondre. Pour moi, déjà, ça implique effectivement que quand moi j'envoie j'imagine toi ou un manager envoie quelqu'un et
qu'il y consacre du temps à la communauté, ça veut dire que ça représente un enjeu et c'est un investissement. Et l'enjeu derrière tout ça, c'est évidemment le retour sur investissement du temps investi dans l'espace de la communauté. Personnellement, à un certain niveau, je pense que la communauté, quand quelqu'un a suffisamment de formation, le temps qui est consacré à la formation, c'est important, mais je pense qu'il y a des gens qui ont un suffisamment haut niveau de compétences. L'enjeu n'est plus l'acquisition de compétences, l'enjeu, c'est la mise en œuvre des compétences. La deuxième chose, c'est que si on fait un bon travail d'étude des problématiques à résoudre, ça va créer de la motivation parce que les gens se rendent compte qu'on n'est pas en communauté pour juste se voir parce qu'on n'a pas le temps, mais qu'on est vraiment en train de résoudre des problématiques à fort enjeu et à forte valeur ajoutée pour l'organisation. La troisième chose, c'est la valorisation du travail de la communauté. Par exemple, est-ce que l'organisation crée des vidéos qui valorisent les personnes de la communauté dans leur restitution? Par exemple, sur tel projet, je dis n'importe quoi, sur le SIRH, est-ce qu'on a des gens qui ont fait partie de la communauté, qui ont été interviewés et qui vont restituer le fruit de leur travail? Donc, on va valoriser ce travail. Est-ce qu'il y a des articles? Est-ce qu'il y a des conférences comme les Google Talks chez Google qui mettent en valeur des gens qui font partie de la communauté et qui finalement, en faisant partie de la communauté, deviennent experts face à des problématiques à fort enjeu et qui sont en plus valorisées. Mais je suis complètement d'accord avec toi, l'enjeu, c'est effectivement passer de l'information, parce qu'on est, j'adore l'infobésité, c'est exactement ça, mais le but d'une communauté, c'est pas l'information, c'est la mise, c'est le déploiement d'idées au sein de l'organisation, comme un think tank d'une certaine manière, qui va produire des propositions pour qu'elles soient mises en œuvre. Donc là, ça touche des profils qui ont goût pas juste à l'information, mais au déploiement et au passage à l'action. Voilà ce que je dirais. Je ne sais pas, Émile, Audrey, Camille, ce que vous diriez, vous, à votre échelle. Moi, je dirais que c'est la, pardon, c'est la pertinence, en fait, qui a un levier d'attractivité et de rétention dans les communautés. Pertinence des contenus, pertinence des interactions. Et c'est là où l'animateur de communauté, le facilitateur a un rôle décisif. C'est parce qu'en fait, il connaît tellement bien ses membres qu'il va savoir exactement de quoi ils ont besoin et aussi comment ils peuvent contribuer au collectif et aller les encourager à le faire. Donc je pense que c'est vraiment une plus-value de la communauté d'avoir cette pertinence. Oui, merci. Si je peux ajouter, je vais revenir sur le sentiment d'appartenance. Toujours, je pense que une fois qu'on arrive à créer ce sentiment d'appartenance, et je souligne que c'est pas facile, c'est difficile, même pour avoir une communauté active, c'est déjà un objectif, un bon objectif, mais d'avoir un sentiment d'appartenance dans une communauté, c'est encore un objectif encore loin de se premier. Mais je pense une fois qu'on a créé ce sentiment d'appartenance, même s'il n'y a pas d'échange pour je sais pas combien de temps, je pense que les gens, ils vont chercher toujours à revenir à cette communauté parce que, comme disait Jean-François, ils sont déjà valorisés, ils se sentent déjà appartenir à cette communauté. Donc, ça, c'est le vrai enjeu, si je peux dire, mais je souligne encore une fois que c'est pas du tout facile. J'espère répondre à la question. Et Jean-François, dans ta masterclass, tu l'abordes un peu, il y a l'importance aussi des sous-groupes en fait dans la communauté, parce qu'on peut avoir des communautés qui sont très très vastes, très grandes, avec de nombreux membres, ou alors très éloignées. Et en fait, oui, parfois on va travailler en plénière avec la communauté, mais d'autres fois, il faudra peut-être faire des petits groupes, voire même des binômes, du mentorat, tout ça, tu l'évoques très très bien dans ta masterclass. Je pense que c'est important. Audrey, c'est une très bonne transition pour la question de Théo, du coup, qui demandait au sein des communautés intra-entreprises, comment lier la gouvernance entreprise et la gouvernance communauté. En fait, c'est une des dernières questions qui avait été posée. Peut-être, Jean-François, si tu veux prendre la main sur cette question-là. Ben, si vous avez cette question à l'esprit, vous avez la réponse en fait. C'est que la gouvernance des communautés doit s'intégrer dans le dispositif de la gouvernance de l'entreprise et que c'est quelque chose, comme je le disais, qui n'est pas du tout fait et qui se transpose d'une entreprise à l'autre, mais qui doit être clairement réfléchi. Vous l'avez vu chez Delfingen, il y a carrément un directeur ou des directeurs de communauté
qui s'articule avec d'autres acteurs. Et c'est une question qui n'a de réponse que par le travail de penser sa stratégie communautaire. Vous devez avoir cette question à l'esprit, elle est essentielle. Et il y a différents exemples, mais c'est une question à anticiper parce que derrière ça, il y a la valeur du travail qui va être produit par les communautés, l'organisation et la fluidité des processus au sein de la communauté qui vont jouer. Et plus c'est cohérent avec l'ensemble du système organisation dans lequel elle est créée, plus ça va être fluide. Donc, c'est vraiment un sujet à aborder. Théo, je regrette de ne pas pouvoir vous dire faites A, faites B, faites C, mais c'est vraiment la question. Vaut mieux garder la question qu'avoir la réponse. Il n'y avait pas d'autres questions dans le chat. Si vous avez terminé, je vous propose qu'on s'arrête là pour pas déborder trop sur le timing. Je voulais juste conclure ce webinaire avec déjà des remerciements. Merci à tous de vous être connectés, de nous avoir accordé votre attention. Je vous invite à scanner ce petit QR code qui aussi contient un lien d'inscription pour l'événement qu'on organise fin mars pour présenter notre application Lou by Voodoo, notre application mobile communautaire pour les professionnels. Donc, si vous souhaitez faire le déplacement jusqu'au KM0, vous êtes éventuellement les bienvenus. Au programme, il y aura un cocktail de networking à la fin de l'événement où on aura présenté l'application, ses fonctionnalités et rapidement Voodoo. Donc voilà, je vous invite aussi à répondre au questionnaire de satisfaction pour nous faire votre feedback sur ce que vous avez pensé de ce webinaire. Et en tout cas, merci à tous de votre connexion et de votre participation. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci Bonne beaucoup. journée, au revoir. Passez une Au bonne revoir. journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci, Au revoir. bonne journée. Merci à vous, bonne journée.